Salut, on est avec Marie-Christine Pinel, Jean-Pierre Pérouma et Camille Larochelle pour parler du couple. Pas notre couple, mais nous, chérie. Qu'on soit en couple ou qu'on cherche à être en couple ou qu'on ne cherche pas à être en couple, on a une opinion sur le couple, ça c'est certain. Alors j'ai des invités aujourd'hui qui vont nous parler un peu de leur expérience du couple. C'est la première fois que je fais ça, mais je tiens vraiment à vous remercier parce que parler de l'expérience du couple, c'est très personnel, c'est très sensible et c'est peut-être même dangereux. On sait pas, on va voir par la suite. J'aimerais savoir, premièrement, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quelle est ta position par rapport au couple très particulière? Ben moi, je suis sexologue. Ça fait que ma position par rapport au couple très particulière, je dirais, c'est peut-être une ouverture, une curiosité, un privilège que j'ai de pouvoir plonger au cœur de l'intime du couple à tous les jours. Oui, vraiment, clairement. Parce que, je le disais tantôt, justement, c'est un sujet qui est très sensible, qui est très personnel. Dans ta pratique, les gens se livrent... Étonnamment facilement. Ah ouais? Oui, je dirais. Ben, quand on arrive dans le bureau de la sexologue, c'est parce que généralement, ça fait longtemps qu'on y pense. Ah! Puis généralement, il y a une urgence. Okay. On a besoin de trouver une solution. Je me demande justement, tu dis, il y a une urgence. Généralement, le travail a été fait derrière. Les gens y ont pensé avant, puis là, ils ont comme pris la décision parce qu'il faut régler quelque chose. Quand on... De l'extérieur, on a tout le temps l'impression, tu sais, consulter une sexologue, c'est quoi? C'est pour souvent de la violence conjugale ou des problèmes de dysfonction érectile? C'est comme les deux affaires, on dirait, qui viennent en premier. C'est le cas ou s'il y a vraiment plusieurs autres problèmes? Non, en fait, il y a toutes sortes de raisons. En tout cas, le symptôme se manifeste dans la sexualité. C'est pour ça qu'ils appellent une sexologue. Donc, ça peut être, par exemple, un écart au niveau du désir. Un des deux aurait envie de faire l'amour plus souvent, puis l'autre a moins envie. Ça peut être des mémoires qui se réveillent aussi dans la relation ou dans la sexualité, qui nous ramènent dans un passé d'abus, d'agression sexuelle, puis qu'on veut soigner. Ça peut être un blocage qui a toujours été là, mais bon, on s'y adressait pas. Puis là, ben, on est assez bien dans la relation, on y tient assez que finalement, on veut faire équipe pour faire évoluer la situation. Ça peut être, on entend beaucoup parler de l'anxiété de performance ou l'angoisse de performance qui peut générer des troubles érectiles, une difficulté à atteindre l'orgasme. Ça peut être des douleurs à la pénétration. Ça peut être un paquet de problèmes qui se manifestent dans la sexualité. Puis on s'aperçoit, quand on amorce la démarche, qu'il y a des ramifications qui débordent la sexualité. Ça peut être relationnel, ça peut être dans l'histoire personnelle, ça peut être des croyances qu'on a qui viennent agir, etc. Jean-Pierre, toi, tu vis une situation amoureuse quand même assez exceptionnelle à notre époque. Parle-moi-en un peu. Moi, ça fait 30 ans que je suis avec ma conjointe. Quel âge que t'as? 47 ans. 47 ans, ça fait 30 ans que tu es avec ta conjointe. Oui, elle est plus vieille de moi d'un an, donc elle a fait un détournement de mineur. Okay, ouais. Faut le dire. Bon, elle a fait des choses illégales. Ouais. OK, bien, c'est quand même effectivement assez rare à notre époque que les relations vont durer aussi longtemps. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous faites qui fait en sorte que ça vous permet de continuer de grandir ensemble? Ben, je pense que c'est ça la clé, c'est de grandir ensemble. On grandit individuellement, je pense, au travers de nos expériences personnelles, etc. Puis on les ramène ensemble, puis on grandit ensemble, on a un projet de vie. Moi, j'aime beaucoup Saint-Exupéry. S'aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, se regarder ensemble dans la même direction. Donc, c'est avoir des objectifs, aller de l'avant, je pense. Okay. De la conciliation, de la communication, je pense que c'est hyper important. On vit tous en couple des situations plus difficiles à certains moments. On se donne aussi des fois des défis. Est-ce que je comprends que vous êtes arrivé ici au Québec dans l'idée de vous établir au Québec ensemble? Oui, oui. C'est une idée qu'on a eue ensemble avec les enfants. C'est un projet de famille, donc tout le monde a droit à la parole.
Puis chacun doit y emmener quelque chose. C'est un projet de famille et personnel, donc il faut concilier tout ça quand on veut venir. C'est important. Mais c'est ça, ça comporte des éléments justement assez sensibles par rapport à vos familles respectives. Puis aussi, comment on fait pour s'entendre sur l'endroit où est-ce qu'on choisit de s'établir? Alors, l'endroit où on s'est établi, c'est elle qui l'a choisi. On est passé par Rimouski, on avait des amis. On était sur la Saint-Germain en plein hiver. Il faisait vraiment pas beau en plus. Elle a posé le pied en face de l'alphabet. Puis quand elle a posé le pied, elle a dit si on vient au Québec, c'est ici qu'on reste. Yeah, je la comprends. À la maison, quand ma femme parle, tout le monde écoute. Là, donc on est obligé, sinon elle nous frappe. Oui, c'est ça, le bon vieux truc. Mais en fait, l'idée, c'est, je pense qu'on se disait, il faut qu'on vienne, on a envie de venir. Et puis, il faut faire confiance à l'instinct. Elle est très instinctive par certains moments. Et puis, je pense qu'il faut savoir écouter ça. Il y a une sagesse aussi. C'est pas... Je pense qu'en couple, c'est pas celui qui a tort ou qui a raison. Je pense que la raison vient avec la discussion. Puis parfois, il faut avoir la sagesse de se dire l'autre a peut-être plus raison que moi. Donc, à certains moments, de faire un peu passer l'autre avant soi. J'espère la faire passer le plus souvent possible avant moi. OK, ça c'est intéressant. On y reviendra, docteur. Je suis pas docteur. C'était juste une blague, oui, comme d'habitude. De ton côté, Camille, tu vis une situation aussi qui est quand même assez particulière de couple. Premièrement, ta conjointe s'appelle également Camille, c'est ça? Oui. OK. Déjà, en partant, c'est quand même intéressant. Je veux dire, tu sais, évidemment, tout le monde doit t'en parler. C'est quoi la réaction des gens d'ordinaire? À chaque fois, les gens rient puis demandent si c'est vrai. Puis ça a fait notre nom, notre brand mark. Tout le monde nous appelle les Camilles. Puis, OK. Puis ouais, on est reconnus comme ça. Il y a tellement de belles questions qui me viennent en tête, mais on va régler les questions plus idiotes au départ. Vas-y. Vous avez conçu un enfant comment? Oui. En fait, nous, on a procédé par insémination artisanale. C'était important pour nous que l'enfant puisse connaître son géniteur et potentiellement toute la famille qui va avec, en fait. Je pense qu'on a toute notre quête des origines à un point dans notre vie. Puis pour nous, ça faisait pas de sens vraiment d'aller dans une banque de sperme, d'avoir un donneur anonyme, puis que c'est ça, il n'y a jamais ce lien-là avec cette personne-là qui a quand même un impact dans sa vie, veut pas, là. C'est des gènes qui vont le suivre, puis lui puis ses enfants, ou elle. Fait que c'est ça, on a fait ça avec un ami à la maison, puis il n'y avait pas de relation sexuelle, c'était vraiment un don de sperme dans une seringue, là, puis on s'occupait... Comment on choisit l'ami qui va être le père de nos enfants, de notre couple? On pourrait penser qu'on choisit comme quelqu'un qui a des super bons gènes, qu'il n'y a pas de maladie dans sa famille, qui est beau, grand, fort. Mais pour nous, ce qui était le plus important, c'est qu'on ait la même vision de son rôle une fois que l'enfant serait là. Fait qu'on voulait quelqu'un qui veuille s'impliquer dans la vie de l'enfant, pas comme un père, mais comme un oncle, comme un parrain qui a un lien spécial avec cet enfant-là, mais qui n'a pas de responsabilité parentale. On lui demandera jamais de pension alimentaire. C'est vraiment comme quelqu'un d'externe qui va faire partie de la famille élargie, disons. OK. Ouais. Donc déjà, en partant, il faut que ce gars-là soit confortable avec cette idée-là. Ouais. OK. Puis ça s'est fait naturellement? On parlait de notre projet un peu autour de nous. Puis finalement, c'est une amie qui nous a mis en contact avec un de ses amis qui s'était déjà dit intéressé à faire un don de sperme ou d'aider d'autres familles à avoir des enfants. Et puis l'enfant dans tout ça. Hein? Il y a du monde qui sont bien affolés. L'enfant dans tout ça. Il y a 2 mamans. Oui, c'est ça. Il y a 2 mamans, mais le géniteur que tu disais qui allait avoir un rôle un peu comme un oncle ou un adulte avec une relation privilégiée. Est-ce qu'il va savoir que c'est son papa biologique? Il va savoir que c'est le donneur. Ah, OK. Dès le début. Ce sera pas une enveloppe à 18 ans qui va révéler l'identité. Okay. Ça va être dit dès le départ. Puis je pense que plus moins il y a de tabous, plus ça devient naturel pour tout le monde, finalement. Puis on en parle beaucoup autour de nous aussi. Nos familles sont au courant, nos amis aussi. Il n'y a pas... c'est ça, il n'y a vraiment pas de tabou là-dessus. OK. Aller jusqu'à date, c'est une décision que tu referais? Ah ouais. Ah ouais? Ouais, vraiment. OK. OK. Jusqu'à date, c'est une super belle expérience. Ouais. OK, super intéressant. C'est quand même, plutôt récent dans notre histoire là, contemporaine qu'il y a ce genre de situation de couple-là, disons, de façon ouverte ou connue. Il faut faire attention à ça. Ça existe depuis toujours, mais
Dans ta pratique, là, des situations comme celle-là, ou pas exactement comme celle-là, mais particulières de couple qui incluent des enfants aussi, des fois, ça doit être touché. Est-ce que ça arrive souvent ou c'est... Ça arrive, je dirais, plus souvent maintenant dans le bureau qu'on rencontre des gens qui ont des histoires familiales créatives, qui sortent de la norme. Là. Ouais. On n'aime pas trop ce mot-là, là, mais... Et ça fait du bien, ça ouvre des possibilités. Après, je ne suis pas calée en histoire, mais des fois, j'ose imaginer que dans les sociétés qui étaient plutôt matriarcales, qu'il y avait peut-être ce genre de situation qui pouvait advenir aussi, où le géniteur avait un rôle à jouer, peut-être, auprès de l'enfant procréé. Enfin, le plus souvent, on voit par contre des gens qui vont se tourner vers les cliniques, qui ne vont pas le faire nécessairement de la manière, redis-moi, artisanale, oui, que vous avez fait. Mais ça fait écho à quand j'habitais Montréal à l'époque. J'avais un ami qui était en couple avec un homme, puis qui avait créé, eux aussi, la famille avec un couple de femmes, dans le fond. Donc, ils étaient 4 parents pour 2 enfants en garde partagée, dans une harmonie extraordinaire. Ça fait envie. Ouais. Mais moi, je me dis, quand j'accueille ces gens-là, je me dis, même comme hétérosexuel, il y a quand même à se poser la question comment on peut faire en sorte que la famille nous ressemble plus que le modèle habituel proposé. Puis je trouve que ça ouvre des portes. Moi, j'ai pas peur de l'avouer, là. Je suis célibataire. Je suis une personne seule. Le monde a peur de dire ça à ça parce qu'on est tellement une société de gens faut être en couple. Pis t'as pas trouvé ton âme sœur, pis t'es pas embarqué avec ton partenaire, pis t'es pas trouvé quelqu'un. Non! C'est une rébellion être célibataire, OK? Parce que ça, là, c'est un monde là, qu'on vit dedans, là, ce monde-là, là, c'est fait pour le monde en couple. Tu vas au AEW? Mama Papa Burger. Comment ça qu'ils sortent ensemble, ces burgers-là? C'est des burgers! Les personnes célibataires, là, c'est nous autres qui a baisé des rabais, OK? Parce que nous autres, on est pognés à acheter des affaires tout le temps tout seul. Le monde en couple, là, ils ont 2 revenus. Moi, je vais dans des mariages tout le temps, là. Faut que j'achète des cadeaux pour du monde en couple. Hey! Vous avez 2 salaires, vous autres. Moi, je suis seule ici. Faut que je t'achète un toaster à 50$. Hey! Non. J'avoue, par exemple, j'aurais eu envie d'être femme au foyer. Je veux pas les enfants pis le chum, là. Je veux juste rester à la maison. Je veux pas avoir un homme chez nous. Ça, c'est ça. Ça, c'est 100% ça. Je veux pas rentrer chez nous après une longue journée à la job. Il y a un monsieur dans mon lit. Tu penses que j'aimerais... Non, c'est stressant. Célibataire et fier. Il y a des fois la vie qui nous envoie des cailloux en pleine gueule. Là. Ça arrive parfois. Tu vis une situation aussi assez particulière avec ta conjointe. Actuellement, elle est avec un cancer, donc il faut être aussi l'aidant naturel en même temps qu'être le conjoint. Donc, il faut jongler sur plusieurs points. Ta conjointe, en ce moment, a un cancer. Oui. OK. Puis c'est vraiment un cancer prenant, là. C'est pas... c'est quelque chose Ça lui prendra du temps, et puis on en a jusqu'à l'année prochaine. C'est dans les traitements et toutes ces choses-là. Donc, chimio et... Chimio, radiothérapie, toutes ces choses-là. Donc ça va être... OK. C'est clairement quelque chose qui doit affecter profondément votre vie de couple, même si vous avez passé déjà 30 ans de défis ensemble. Celui-là, c'est quand même le top, là. C'est le plus gros défi que vous avez eu à battre. On en avait eu un avant qui était pas mal. Wow! OK! Qu'est-ce qui accote un cancer? Elle a perdu un enfant le jour de son anniversaire. Ça accote pas mal. Tu sais. Ah donc, ouais, hein? Entre le premier et le 3e, on dira, on en a perdu un le jour de son anniversaire. Ça, c'est pas mal aussi en termes de choses à affronter. Peut-être profiter de ce moment-là pour rappeler à tout le monde que la vie est dure, d'accord? Pour tout le monde. Donc, vous n'êtes pas seul. Et il y a des intervenants qui peuvent nous aider quand on vit des situations difficiles. Là. Je veux dire, comme là, ce que tu es en train de décrire là, c'est quand même intense aussi. Là. Oui, mais on a une philosophie assez particulière. On ne le vit pas comme une épreuve qui va être sur laquelle il faut s'appesantir. Oui, il y a de la douleur, oui, il y a des deuils, et puis il faut les faire. Après, on est en couple, on est en famille, on a aussi des enfants qui sont là. C'est pas une situation qu'elle vit seule, de façon isolée,
ou dans la cave ou ce genre de choses. On aimerait la mettre dans la cave de temps en temps. Ouais, oui, c'est On ça. n'a plus le droit de maltraiter. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est de se dire on le vit ensemble. Donc, il faut qu'on soit l'un des uns pour les autres. La solidarité qu'on aimerait avoir dans la société, enfin, nous, chez nous, je pense qu'elle s'incarne aussi dans la famille, dans les valeurs qu'on a. Donc, c'est important. Mais la vie professionnelle, j'entends, est déjà extrêmement exigeante. Tu sais, bon, il y a des exigences par lesquelles tu n'as pas le choix de passer. Il faut être présent au travail, il faut donner son maximum. Souvent, quand on arrive la fin de semaine, on est quand même assez drainé. De savoir que là, comme tu dois porter le chapeau de l'aidant naturel, c'est comme un travail de plus aussi. C'est sûr que c'est rien comparé à la souffrance qu'elle vit, là, ça, on est clair. Là. Mais je me demande, est-ce que ça change le regard que tu poses sur ta conjointe? Est-ce que... Ça le modifie, forcément, mais je ne le vois pas sous l'aspect négatif. Moi, je suis plus dans célébrer, entre guillemets, ou avoir de la gratitude sur sa force, sa conviction, même ses coups de blues où ça ne va pas, etc., d'avoir à pouvoir le partager, d'avoir juste ça. C'est un privilège de pouvoir le partager, de pouvoir s'asseoir, en discuter, de manger ensemble. La bonne bouffe que je fais, parce que je suis un excellent cuisinier. Mais tout ça, c'est super important aussi. Ça fait partie du couple. Ouais. Sinon, on s'arrêterait à chaque petit aléa en se disant, bon, c'est pas ce que j'attendais du couple, je voulais quelque chose de rayonnant tout le temps, solaire, etc. OK. Ouais, vas-y. J'ai envie d'intervenir. Je suis vraiment touchée parce que tu nommes le être ensemble, le faire équipe là, qui ressort beaucoup. Puis c'est la chose à saisir, à maîtriser quand on est en couple. C'est cette bienveillance-là où on est capable de faire équipe quand un est en difficulté ou quand les deux sont en difficulté. Puis, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est pas nécessairement inné chez tout le monde. On l'attrape pas si facilement parce qu'on est toujours en manque. Hein? Tu disais, on travaille beaucoup, on est très pressurisé là, au niveau professionnel. Ça fait que ça génère des manques. Puis quand on est en manque, des fois, on a l'impression qu'on n'a rien à donner, puis on attend beaucoup de l'autre. Mais j'entends dans ton discours, Jean-Pierre, qu'il y a cette générosité-là, puis ce désir de faire équipe avec l'autre. C'est très beau, très touchant. Mais n'empêche, c'est drôle parce que tu parles de ça. Tu as fait le choix, OK? Tu étais comme devant une situation où est-ce que tu avais l'ombre et la lumière, finalement. C'est vrai que, bon, tu perds d'énergie un peu de s'apitoyer sur son sort, je le comprends bien. Tu as fait le choix de dire non, c'est moi, je vais regarder devant puis je vais prendre ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est vrai, c'est de l'avoir avec toi. Mais cela étant dit, tu restes un humain à part entière avec tes goûts, tes désirs, tes passions. Il y a certaines activités que vous ne pouvez pas faire. Puis j'entends justement faire un parallèle avec tout l'aspect sexuel d'un couple qui est quand même très important. Peut-être moins chez d'autres personnes, mais je te demanderai pas, c'est comme est-ce que vous avez des relations sexuelles, mais quand même, je veux savoir, cet élément-là, comment est-ce que vous réussissez à le gérer? Parce que clairement, on ne doit pas avoir l'énergie. Mais au-delà de la sexualité, la tendresse, la bienveillance, l'élan vers l'autre, le plaisir, ils ne sont pas contraints que dans un acte de... Je suis un homme, donc il faut que je dise de plusieurs minutes ou de dizaines de minutes. Hein, soyons patriarcal, performants, machin. Il n'y a pas que ça, je pense. Et puis, être en relation avec l'autre, ça peut être une relation, oui, sexuelle et charnelle, mais c'est pas que ça avec. Donc, je pense qu'elle se cultive et puis elle avance. Et puis... des fois, de pouvoir patienter, c'est comme les cadeaux de Noël. Si tu attends jusqu'à Noël, le jour où tu déballes ton cadeau, ben, il est encore plus beau. Ouais, OK. T'es vraiment un être à part, hein? Dans le sens où ta détermination à voir le positif dans tout, c'est une richesse inestimable. Je sais pas si ça vient de ta famille ou comment tu vas chercher cette force-là. Ben, on parlait des modèles parentaux. Moi, les miens n'ont pas été forcément exceptionnels. Moi, j'avais un père violent, alcoolique, etc., que ça n'a pas été exceptionnel. Donc, il y a un moment, tu fais des choix dans la vie. Tu dois faire des deuils, des choses qui vont nous traverser. Je fais le choix de les garder avec moi et de les porter comme une croix, un peu, là, si on va garder un peu la vision christique. Hein. Ou alors, tu fais le deuil. C'était là, les choses sont ce qu'elles sont ni bonnes ni mauvaises.
elles vont constituer mon histoire et ce que je suis. Mais est-ce que cette pierre, je l'utilise pour faire un mur ou un pont? Ça dépend que de moi. Donc moi, je préfère en faire des ponts. C'est quand même plus intéressant, plus positif. T'as-tu l'impression que ton expérience, justement, avec ta famille a été déterminante dans ta vie de couple actuelle? Est-ce que tu as cette impression-là ou pas tant? C'est une bonne question. Je pense qu'on est très différentes du modèle de mes parents. OK. Toi, c'est un modèle traditionnel. Ouais. Ah, tu dis oui, mais pas comme à moitié, là. Non. Ben, tu sais, mes deux parents sont médecins, moi, je suis sage-femme, là. On voit déjà un petit clash de valeurs, de philosophie. Ouais. Puis je pense qu'on est, j'ai envie de dire plus dans une simplicité où... C'est drôle parce qu'on en parlait Camille et moi dernièrement, puis nos parents ont été des modèles très parents, avec un rôle de parents, puis on n'a pas vu beaucoup nos parents être avec des amis, puis avoir une vie autre que leur vie professionnelle puis leur vie familiale. Mais là, on arrive dans l'âge où on a beaucoup d'amis autour de nous qui ont des jeunes enfants, puis de se rendre compte justement qu'on peut être... qu'on peut continuer à avoir une vie sociale, puis qu'on peut continuer à avoir... à faire des projets un peu plus alternatifs, puis comme pas être casé, puis avoir sa carrière. Puis je pense qu'on est dans une génération comme ça un peu aussi, là, qui sort peut-être de ce modèle-là. Mais ouais, à ce niveau-là, on est clairement différentes de nos parents. Comment est-ce que tu entrevois, parce que là, c'est important ce que tu as comme projet, là. Comment est-ce que tu entrevois ton couple après la naissance? Ça, c'est intéressant parce qu'on a ces préconçus-là, n'est-ce pas, productrice? Comment est-ce que tu t'entrevois ton couple après la naissance de l'enfant? J'ai hâte de voir comment on va évoluer. Je suis vraiment curieuse, en fait. On est présentement très fusionnels, là, depuis qu'on a commencé à être ensemble, il y a 7 ans. On est... C'est ça, on se comprend vraiment beaucoup, puis on passe beaucoup de temps l'une avec l'autre, puis on se chicane pas vraiment. Puis là, c'est sûr que cette étape-là va nous amener à des nouvelles limites qu'on connaît pas encore de chacune de nous. Fait que j'ai hâte de voir si on va réussir à continuer à avoir cette bonne communication-là, puis c'est intéressant cette parce patience-là. Que, clairement, ce que tu nommes là, c'est vraiment une superbe complicité. Même de la façon dont tu m'en parles, tu as l'air amoureuse. Oui. Ça, c'est spécial, ça. Okay? Ça arrive plus souvent. Avoir des enfants, c'est quand même une étape, là. C'est difficile là, pour le couple. Là. C'est quelque chose que tu vois aussi? C'est un grand défi pour le couple à bien des égards. Déjà, en tout cas, souvent, ce projet d'avoir un enfant, c'est un projet extrêmement important pour la vie du parent, tu sais. Puis on veut pas se tromper, on veut bien faire les choses, fait que ça amène des fois des discussions parce qu'on s'entend pas nécessairement toujours sur les manières. Et une des choses importantes pour faire équipe, c'est de n'avoir rien à défendre. Fait que là, ça, c'est super intéressant. Être dans une posture où on peut partager nos opinions, se rendre compte qu'on a des différends, puis continuer de discuter jusqu'à trouver une voie de passage, tu sais. Mais on n'est pas dans l'argumentaire où je vais te convaincre de mon point. Quand on m'embarque là... Donc, ce que tu dis, c'est que c'est pas la raison de la chicane qui est importante, en fait. Oui. Les deux êtres devraient avoir la capacité de prendre le pas de recul nécessaire pour se dire, bon, là, il y a quelque chose, il faut qu'on arrive à la solution. Et c'est ça qui est important. Et c'est pas le sujet de la... C'est pas évident au quotidien quand on est drainé par l'enfant qui crie ou qui a pété quelque chose, par exemple. Mais ça s'apprend. Ouais. Un autre grand défi, c'est cet être-là qui arrive puis qui a des besoins, puis qui demande, puis qui fait un réaménagement complet de notre horaire, puis qui prend possession de nos nuits. Puis en tout cas, il y a quelque chose ça nous met souvent en suradaptation. Puis l'humain, à un moment donné, il y a une limite. Il y a comme plus beaucoup de marge. Fait qu'on peut devenir plus irritable. C'est un grand défi. Mais le couple peut devenir une ressource aussi. Des fois, on a tendance à évacuer le couple. On devient... Tu disais, on est plutôt fusionnel. Là, tu sais, c'est très nourri, le lien. Là, c'est comme si on devient deux doers. Là. Il y a comme des choses à faire, là, des couches à laver, de la bouffe à faire. Là, tu sais. Ouais. Puis le couple, on le perd de vue. Tu sais. N'oublions pas que le couple, ça peut être une ressource, une valeur refuge, tu sais, un lieu où est-ce qu'on peut aller se nourrir,
On peut aller se nettoyer parce qu'on se sent donc bien incompétente, là, l'allaitement, ça va pas bien ou je sais pas quoi. En tout cas, tu sais, ça peut vraiment être une ressource extraordinaire. Puis il faut pas l'oublier, faut faire attention pour pas déserter le couple, puis surtout ne pas devenir ennemis. Parce qu'au fond, tous les deux, ce qu'on veut, c'est être heureux ensemble, puis on veut le meilleur pour notre progéniture, là. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment hyper apprécié que vous vous livriez comme ça, là. Merci beaucoup. Merci. Ah, l'amour, c'est beau. Ouais, ça dépend. Oui, c'est clair. Mais oui, c'est vrai que c'est beau l'amour, les couples, trouver la personne avec qui on va passer le reste de sa vie, de toute évidence. Oui. Moi, j'ai écrit une chanson de Saint-Valentin. J'aime beaucoup les thèmes précis. Puis il n'y a pas beaucoup de tunes sur la Saint-Valentin, sur les gens qui s'aiment, sur les couples. Il n'y a pas beaucoup de tunes d'amour dans la vie. Non, ben non, c'est ce qui manque le plus. C'est ce Bravo, qui manque en le tout cas. plus. Merci. Mais j'ai voulu écrire de quoi, puis je me suis dit, j'ai écrit une belle chanson d'amour, puis c'est un duo, puis je me suis dit que tu serais un parfait cavalier de duo, fait que je t'ai imprimé une belle feuille. Pour chanter, genre. Oui, Ah, mon Dieu. tu vas participer avec moi. En fait, tu chanteras pas, je vais te laisser. J'ai tout fait la job à ta place. J'ai mis avec un petit surligneur tes phrases. OK. Puis tu vas participer à mon duo. Super. La chanson s'appelle Je t'aime. Ah, Puis c'est sur un couple qui s'adore. OK. Et puis c'est juste ça. Il n'y a pas de twist, rien. OK. Fait que j'aimerais que toi, durant la pièce, tu dises parler, pas de stress. Là, tu dis en parler tes phrases qui sont surlignées. Et moi, je vais te répondre en tant que ta douce moitié. OK, aujourd'hui, pour les caméras et pour les gens à la maison, on va montrer à quel point on est des gens qui s'apprécient. Ben voilà. N'appelez pas votre entreprise de câbleau distribution légale. Ce n'est pas un problème de câbleau distribution, c'est moi qui chante. D'accord? Donc, ça risque de briser tout. Tu vas être super bon. Oui. Je suis sûre. Ben oui, je le sens bien. Je le sens très bien aussi. Alors, ça s'appelle Je t'aime et ça va comme ceci. Tes mille talents, Tes cheveux de feu, ton cœur d'enfant, ton rire contagieux, tes grandes ambitions, tes yeux chaleureux tes belles attentions. et tes fesses. Ben, un peu. Chaque jour, je me rappelle pourquoi je t'aime, je t'aime, je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ta voix. Ta naïveté, Ton humour douteux. ta propension à ne jamais te laver les cheveux, OK, ouais. La vaisselle que tu laisses tremper dans l'évier. les armoires que tu oublies toujours de fermer, Malgré tout, je me rappelle pourquoi je t'aime, je t'aime, je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est bien ça, Nat? C'est à toi, là. tu travailles tout le temps, Faut bien que quelqu'un fasse d'argent. tes cheveux ont encore bouché le bain, OK, lâche mes cheveux. t'es toujours en retard, Tes poches à Mario Kart. tu parles toujours de ton ex, T'es allergique au latex. c'est dur, T'es immature. T'es folle. T'es laid. tu pues, T'es chiant. Tu parles tout le temps. Chaque jour, je me demande pourquoi je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et j'attends que la mort nous sépare. Oh, pourquoi je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'attends que la mort nous sépare. que c'est beau, C'est beau l'amour. on s'aime. Ah,